Bonjour Sylvain, Bonjour à vous. bienvenue dans l'interview du mois dédiée à l'économie circulaire et au réemploi. Merci. Pourrais-tu te présenter? Oui, donc Sylvain Laurenceau, moi je suis responsable de l'équipe économie circulaire au sein de la direction énergie-environnement. Pourrais-tu nous préciser quels sont les enjeux du réemploi? Alors les enjeux du réemploi sont multiples, hein. Déjà, il faut juste rappeler d'où on part. Il faut savoir qu'il y a un siècle ou deux, en fait, on lançait des appels d'offres pour démolir les bâtiments. Donc les gens allaient payer pour pouvoir démolir un bâtiment, pour ensuite récupérer la matière et la réemployer. Les pratiques de réemploi à ce moment-là étaient extrêmement diffuses et représentaient une part importante des flux de matériaux et produits, équipements de construction. Aujourd'hui, c'est des pratiques qui sont devenues très marginales et avec un regain d'intérêt de par les impacts que ça peut avoir en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de sécurisation de l'approvisionnement en ressources, et puis derrière de création d'emplois avec le développement d'activités de recyclage ou de requalification qui sont plus intensives en emploi. Et donc à partir de là, on est sur la réémergence de nouvelles pratiques et donc on a des besoins déjà d'une part de sécuriser les pratiques et de pouvoir préciser sur les différentes familles de produits qu'on va souhaiter réemployer le bon mode opératoire et de faire en sorte qu'on ait du coup des produits de réemploi qui répondent aux exigences actuelles. Et ensuite, une fois qu'on a défini qu'est-ce qu'on doit faire, le deuxième sujet c'est le qui fait quoi. Et là on va retrouver un enjeu d'organisation de filière et la mise en place de centres de reconditionnement et le développement de nouvelles professions comme les qualificateurs ou les diagnostiqueurs et toute une organisation de filière qui reste à mettre en place pour aller du coup vers la massification et permettre des modèles économiques. Justement, le diagnostic PEMD entre en vigueur au 1er janvier 2022. Peux-tu nous expliquer ce que c'est et quel est son objectif? Oui, tout à fait. Donc déjà, qu'est-ce qu'on entend par PEMD? Donc PEMD, c'est produits, équipements, matériaux et déchets de construction. Donc l'objectif derrière le diagnostic PEMD, ça va être d'identifier sur un chantier de démolition ou un chantier de rénovation significative, de caractériser toute la matière qui va être déposée et qui va sortir du site, et puis d'identifier les meilleures filières de valorisation. Donc c'est un diagnostic qui prend la suite d'un dispositif existant qui est le diagnostic déchets, qui existe depuis une dizaine d'années maintenant. La France a été le premier pays en Europe à le mettre en place et on a depuis été imité par un certain nombre de pays. Et on est vraiment dans un changement de paradigme autour de ce diagnostic PEMD, avec d'un côté l'idée de renforcer la qualité du diagnostic, et notamment le développement de formation pour les diagnostiqueurs, un objectif d'étendre aussi son périmètre aux opérations de réhabilitation significative, et puis un objectif de renforcer l'utilité de ce diagnostic, notamment donc d'un côté en apportant de l'information aux maîtres d'ouvrage qui vont leur permettre d'évaluer et de pouvoir analyser un peu la qualité de la stratégie qu'ils ont mis en place. Et puis derrière, un point que je considère comme extrêmement important, c'est la mise en visibilité des gisements en amont de l'opération. Dès que le diagnostic sera réalisé, on va pouvoir mettre en visibilité auprès de tout le monde, via la plateforme PEMD, les gisements, et permettre ensuite aux filières de se manifester pour faire en sorte qu'au moment où on va lancer les chantiers de dépose, les meilleures filières soient identifiées et qu'on puisse mettre en place une stratégie optimale sur le chantier. On entend beaucoup parler d'éco-conception. Pourrais-tu nous expliquer ce que c'est exactement? Si je me concentre sur un aspect, on va dire éco-conception au service de la circularité, on va être globalement dans une logique d'optimisation du cycle de la matière sur l'ensemble du cycle de vie. Donc à l'échelle des produits, ça va être notamment le fait d'aller chercher plus de matières recyclées ou plus de matières renouvelables en entrée. Ensuite, pendant la phase d'utilisation, de pouvoir aller vers une logique d'allongement du cycle. Donc à l'échelle de l'ouvrage, ça va être de penser la réversibilité des bâtiments ou l'évolutivité des usages pour qu'ils puissent après s'adapter à des changements dans le temps ou à une évolution des pratiques ou des comportements. Aux échelles des ouvrages, on va notamment avoir aussi des enjeux d'activation des ressources locales, que ce soit en approvisionnement en matériaux locaux ou en activation notamment des tissus économiques de l'économie sociale et solidaire. On va aussi aller vers des produits qui sont plus facilement démontables et plus facilement réemployables pour qu'ils puissent avoir plusieurs cycles et faciliter du coup la requalification et les modèles économiques. Et puis derrière, en fin de vie, on va chercher à avoir des systèmes constructifs qui sont aussi plus facilement démontables et recyclables. Le périmètre est assez large. Quels acteurs sont concernés? L'ensemble des acteurs est vraiment concerné par ce dispositif parce que du côté des territoires et des aménageurs, on va avoir une importance accrue dans la planification de la gestion des ressources. Donc d'arriver à bien caractériser
les consommations de ressources importantes sur le territoire, les gisements disponibles, et de pouvoir intégrer le stock bâti dans les gisements disponibles et passer à une logique de mine urbaine. Au niveau de la maîtrise d'ouvrage, on va aussi avoir un objectif d'intégration du coup de principe d'économie circulaire, de chercher à aller vers des bâtiments réversibles ou d'intégrer plus de produits démontables, recyclables, réemployables. Ça va poser aussi des questions aux industriels pour pouvoir répondre à cette nouvelle demande et avoir une offre de produits qui intègre ces caractéristiques. Et puis un changement fondamental, ça va être aussi la réorganisation des filières de valorisation, donc qui est en cours avec le diagnostic PEMD et la REP, où on va avoir du coup besoin de développement de nouvelles filières, de requalification en vue d'un réemploi, de recyclage, et un vrai changement d'échelle là, qui attend les acteurs dans les années à venir. Et comment le CSTB accompagne les acteurs sur ces sujets? L'économie circulaire et les ressources pour le bâtiment est un des 4 domaines d'action stratégiques autour duquel le CSTB a réorganisé ses activités de recherche et d'expertise, avec 3 grands axes de développement, donc la connaissance des flux, notamment des flux de matière, la valorisation de l'existant et l'éco-conception. Et donc à ce titre, on accompagne un certain nombre d'acteurs, donc que ce soit notamment les collectivités et les filières via le développement d'un modèle qui s'appelle BTP Flux et qui permet de mieux caractériser du coup les gisements, les flux de matière et leur potentiel de valorisation. On peut noter aussi le développement de la plateforme associée au diagnostic PEMD qui va permettre de mettre en visibilité, comme je le disais, les gisements et de pouvoir après servir un peu de base au développement de l'ensemble des activités de valorisation. Et puis également, du coup, derrière, comme c'est une activité un peu systémique qui va toucher l'ensemble des acteurs, un besoin global de monter en compétences et donc le développement d'un certain nombre de formations, dont un bon exemple, je pense, est la formation qui sera associée au diagnostic PEMD qui va être mise en place début 2022. Merci Sylvain pour ces précisions. Merci à vous.